vois, l'orgue Sylvain est juste en avant, avec le décor magnifique de notre chapelle du Précieux Sang. L'Opus 9, premièrement, c'est un orgue Casavant, puis c'est un orgue qui a une histoire assez particulière. C'est un orgue qui, on pourrait dire, a vécu une renaissance. Et il est né 2 fois. La première fois où il est né, c'est en 1885, lorsqu'une paroisse anglicane de la région de Lacolle, c'était la paroisse Sainte-Sévieure de Lacolle, a transmis une commande pour un petit orgue à la jeune firme Casavant Frères. Il faut savoir que Casavant Frères a été fondé en 1879. Donc, ils étaient tout jeunes, les 2 jeunes frères, là, Claver et Samuel, débutaient dans la facture d'orgue. Puis, ils ont reçu cette commande de la paroisse Saint-Sévieur pour un petit orgue, quand même, un petit orgue qu'on pourrait dire autoportant, un orgue assez simple, 256 tuyaux, 5 jeux. C'est pas un orgue magistral comme celui de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, mais c'est un orgue qui est particulier parce qu'il est le seul orgue actuellement existant qui est encore dans son état d'origine, complètement dans son état d'origine. Donc, il représente parfaitement le travail des 2 frères Casavant à l'époque, alors qu'ils débutaient dans la facture d'orgue au Québec. L'Opus 9 représente le numéro d'instruments dans l'ordre de fabrication des instruments. Donc, l'Opus 1 était le premier instrument fabriqué par les frères Casavant. L'Opus 7, à l'époque, qui avait été installé à la chapelle du séminaire de Saint-Hyacinthe, était leur 7e. L'orgue Opus 8 et celui de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Mais bien sûr, celui de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, il a été transformé à travers les époques. Donc, il a un nouveau numéro d'opus, mais le 8e était destiné à la cathédrale et le 9e, c'est l'Opus 9 qui était destiné à l'époque à la chapelle, à l'église Saint-Sévieur et qui est maintenant, aujourd'hui, à la chapelle du Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. Par rapport à le rapatriement de l'Opus 9, qu'est-ce que ça te fait quand on a décidé de ramener ça au monastère? Bien, moi, je trouvais que c'est une bonne idée parce que, bon, c'est évident que l'Opus, après sa construction, sa fabrication, il a quitté Saint-Hyacinthe pour, disons, toujours. Hein, il était dans la région de Lacolle, dans une église protestante, et qui est devenu un restaurant et que plus tard, le propriétaire avait besoin d'espace, puis l'orgue a sorti, mais il était toujours propriétaire. Et il s'est retrouvé pendant plusieurs années entreposé chez Casavant Frères, le fabricant de l'orgue au départ. Et bon, là, quand le projet est arrivé, ben, j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que ça permettait, surtout que c'était un orgue, c'était un petit orgue, mais ça permettait de montrer un orgue qui n'avait pas connu de modification, qui était dans son aspect d'origine. Et donc, c'était à l'endroit idéal parce que là, la ville venait d'acquérir l'immeuble. Bon, c'est certain qu'elle a acquis l'immeuble pour en faire quelque chose au niveau peut-être plus culturel. Je pense que c'est à l'endroit idéal pour placer cet orgue et puis éventuellement pour faire des petits concerts dans la chapelle. Une des particularités de l'instrument, c'est qu'il y a sa pompe manuelle sur le côté. Donc, c'est un instrument qui a été fabriqué avant l'avènement des orgues électriques chez Casavant Frères. Donc, tu vois, à l'intérieur de l'instrument, il y a un réservoir d'air et il y a les 256 tuyaux qui sont en haut. Et chaque tuyau, en fait, repose sur le sommier. Et le sommier, bien, l'air est emmené à chaque tuyau par un système de baguettes lorsqu'on appuie sur le clavier. Donc, je vais faire gonfler le réservoir d'air en pompant ici la pompe. Et tu vois, la pompe manuelle fait en sorte de gonfler le réservoir d'air. L'histoire un peu du projet de sauvegarde de l'Opus 9 débute avec une rencontre entre moi et Jacqueline Rochette, qui est directeur artistique chez Casavant Frères. Donc, on s'est rencontrés, puis tous les deux, rapidement, on a développé une affinité pour tout ce qui est culture, tout ce qui est patrimoine. Et Jacqueline m'a mentionné que dans l'entrepôt de Casavant Frères, ici à Saint-Hyacinthe, il existait un orgue en pièces détachées qui était entreposé depuis un certain nombre d'années.
L'orgue Opus 9 avait été démonté et entreposé chez Casavant Frères par son propriétaire de l'époque parce que l'église Saint-Sévier bien, a été transformée depuis un certain temps. Depuis les années 60, fin des années 70, l'église Saint-Sévier a été fermée, a été transformée en restaurant. Le propriétaire de l'église bien, a voulu faire de l'espace. Donc, il a demandé à Casavant de venir démonter l'orgue et de l'entreposer à l'extérieur jusqu'à temps qu'il soit revendu, trouve preneur ailleurs dans une autre église ou un musée. Mais ce qu'il y a de particulier avec cet orgue-là, c'est qu'il a été classé par le gouvernement du Québec en 1981. Donc, c'est un instrument qui est classé, donc protégé par la loi sur les biens patrimoniaux. Donc, il ne peut pas quitter le Québec. Puis à chaque fois qu'on veut soit le vendre ou soit y faire des travaux, mais il faut demander l'autorisation au ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est un orgue qui vient avec une certaine aussi complexité là, légale. Alors, donc, c'est ça. Jacqueline Rochette me parle de la présence de cet instrument-là, me vante aussi les qualités de l'instrument, les qualités historiques, patrimoniales de l'instrument. Et moi, comme conseiller municipal responsable des dossiers patrimoniaux, je me suis dit, bon Dieu, que ça serait bon de créer un projet où on pourrait réinstaller et restaurer cet instrument-là, puis qu'il soit installé ici à Saint-Hyacinthe, chez nous, le berceau des Casavants, mais aussi de plusieurs autres facteurs d'orgue il y en a plusieurs qui n'existent plus, mais il y a beaucoup. C'était un créneau ici, là, à l'époque, la fabrication d'orgue. Le défi, premièrement, c'était d'obtenir les autorisations pour procéder à la restauration de l'instrument. Il fallait procéder également à l'acquisition de l'instrument auprès de son propriétaire. Donc, la première étape, en 2014, ben, j'ai préparé un projet que j'ai ensuite vendu au propriétaire et à des donateurs qui m'ont permis de procéder à l'acquisition de l'instrument. Par la suite, il y a eu les demandes d'autorisation au ministère pour pouvoir procéder à la transaction, puis après ça, à la restauration. Et en même temps, on a déposé une demande d'aide financière auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour pouvoir obtenir le financement qui permettrait la restauration de l'instrument en tant que tel, parce que, comme je l'ai mentionné, l'instrument est en pièces détachées. Il n'avait pas été utilisé depuis de nombreuses années. Il y a certaines pièces qui étaient abîmées. Les cuirs, les feutres devaient être changés. Donc, ça prenait beaucoup de travail pour prendre le produit initial et en faire un produit fini, acceptable pour être installé dans un nouveau lieu. On a les jeux ici. Ouais, on a les jeux ici. Je vais y aller. Ça permet d'envoyer du vent dans différents registres de l'orgue. On a le registre des graves. Si je ferme ceux-là, mais le registre des graves, c'est vraiment juste les graves. Donc, c'est vraiment les tuyaux de bois là, les plus... Donc, ça multiplie le clavier, en réalité. Tout à fait. C'est différents types de jeux. Ça envoie le vent à un autre type de tuyau, un petit peu plus aigu, avec une sonorité aussi différente. Ça, c'est plus comme un peu plus des trompettes. Là, il est plus clair. Ça joue quand même assez fort. Ça fait plus aigu. Il y en a des petites flûtes. Et à la fin, ben, ce qui est particulier, c'est que la petite cloche pour dire à celui qui pompe, mets plus d'air, pompe plus.
C'est vraiment pour ça? Oui, oui. Il prévoyait une petite cloche à l'intérieur. Donc, voilà, là, je suis pas un organiste, là, mais on voit le son. Par la suite, il fallait y trouver un endroit à cet orgue-là. Donc, la ville de Saint-Hyacinthe, en 2014, a fait l'acquisition de ce monastère et automatiquement, j'ai eu la vision que cet instrument-là pourrait être installé dans le cœur de la chapelle du Précieux Sang. Et j'ai orienté le travail dans cette direction-là. Les dessinateurs de Casavant nous ont fait des esquisses, puis ils ont très bien fait leur travail parce que dans les esquisses, tout de suite, on a été charmés de voir la présence de l'instrument dans le cœur ici de la chapelle. Et le résultat final est identique à ce qu'on avait prévu. L'instrument installé dans le cœur de la chapelle prend l'espace qui était occupé à l'époque par le maître-autel. Donc, on dirait qu'au niveau des proportions de l'instrument, au niveau de l'agencement des boiseries avec les boiseries d'époque, on dirait que l'instrument a été fait pour être installé dans la chapelle ici, ce qui est assez remarquable. Puis, il y a eu par la suite les travaux d'installation en 2018 et le concert inaugural qui nous a permis d'entendre jouer pour une première fois l'instrument restauré ici dans la chapelle, qui a eu lieu en 2019. On revient sur les travaux. Il y a combien de monde qui ont travaillé là-dessus? Puis combien de temps à peu près ça a pris? Bien, le projet, je vous dirais, a mobilisé entre 6 à 8 personnes chez Casavant Frères, des artisans qui ont restauré les boiseries. Il y a Jacqueline Rochette, bien sûr, qui a travaillé sur le dossier, les dessinateurs, les ingénieurs. C'est quand même de nombreuses personnes qui sont nécessaires, puis des spécialistes surtout qui sont nécessaires pour procéder à une restauration. Surtout, quand on parle de restauration d'un objet patrimonial, il y a des façons de faire qui sont propres à la restauration, mais on ne veut pas altérer les boiseries, on veut préserver puis rechercher le plus possible les éléments de l'époque. Donc, tout ça, ça prend une expertise là, qui, heureusement, est présente ici à quelques pas de la chapelle. Alors, c'est quand même une bonne équipe qui a travaillé au projet, mais les assembleurs qui sont venus ici pour installer l'instrument, ils étaient 2, 3 qui ont monté l'instrument. Puis, les travaux ont commencé en novembre 2018 pour se terminer en décembre 2018. Ça a pris à peu près un mois, je vous dirais, remonter l'instrument et procéder à sa restauration. Puis préalablement à ces travaux de restauration, mais la Ville, elle aussi, a effectué des travaux de restauration dans le chœur parce qu'à l'époque, les sœurs nous ont légué un chœur avec un beau tapis et une plaque de marbre. Alors, on a souhaité, avant d'installer l'instrument dans le chœur de la chapelle, on a souhaité ramener le chœur à ses boiseries d'origine. Donc, on a réinstallé un beau plancher de bois dans le chœur de la chapelle. Puis par la suite, l'instrument a été installé sur le nouveau plancher. Pour être capable de mener à terme un projet comme celui de la sauvegarde de l'Opus 9, ça prend un chargé de projet. Puis dans ce dossier-là, j'ai agi comme chargé de projet, mais j'étais pas tout seul. À la base, ceux qui ont vraiment permis le projet, bien, c'est ceux qui l'ont soutenu financièrement. Parce que sans l'aide financière des grands donateurs qui ont cru au projet dès le départ, et j'aimerais mentionner l'appui que j'ai eu d'André Gagnon, qui est maintenant décédé, mais qui, lui, est un grand philanthrope en matière de culture ici à Saint-Hyacinthe, qui, lui, tout de suite a adhéré au projet et qui a réussi à convaincre d'autres grands donateurs à se joindre à l'idée de restaurer puis de réinstaller l'Opus 9. Mais sans leur aide, ça n'aurait pas été possible. Et par la suite, il y a eu bien sûr le coup de pouce qui nous est venu de la part du gouvernement du Québec avec l'aide financière. Puis, il y a également les jeunes Casavant frères qui ont préservé l'instrument pendant des années dans leur entrepôt, mais qui ont également aussi monté un projet et qui m'ont permis d'avancer sans que j'aie non plus le financement nécessaire pour payer le temps de travail qu'ils ont réalisé. Donc, ils m'ont fait une sorte d'avance
sachant que le projet pour eux aussi était très intéressant parce que l'orgue est devenu une vitrine, puis une vitrine qu'on a fait profiter, en fait, qui permet aux gens de la communauté de voir ce qu'était un instrument de l'époque et de l'entendre aussi. Donc, lors du concert inaugural en 2019, on avait invité tous les artisans qui ont travaillé sur le projet, les artisans de Casavant Frères. Les donateurs également étaient présents. Et il y avait aussi les dignitaires, les gens représentant la ville, représentant le gouvernement du Québec, représentant le milieu de la culture à Saint-Hyacinthe. C'est important pour nous que tous ces gens-là soient présents pour pouvoir entendre l'instrument. Bien, la communauté des Sœurs du Précieux Sang, c'est une communauté de sœurs contemplatives, donc des sœurs cloîtrées. Ça a été fondé par une fille de Saint-Hyacinthe, Aurélie Cahouette. Ça a été fondé en 1861. Bon, la communauté au départ, comme premier monastère, ben c'était chez les parents de la jeune fille, chez Aurélie Cahouette, dans une petite maison qui existe toujours, qui est pas tellement loin du monastère, qui n'est pas sur la rue Giroir. Alors, elles étaient quelques religieuses, au départ seulement. 2 ans plus tard, en 1863, par l'aide d'un prêtre, l'abbé Lecourt, de la corporation épiscopale, du diocèse, il y a eu l'achat d'une maison, qui est la maison blanche actuelle devant le monastère. Donc, c'est acheté en 1863. Alors, la communauté a aménagé là en 1863. Quelques années après, en 1866-67, il y a eu une première construction du monastère actuel, en briques, là, la partie qui touche à la Maison Blanche. Et par la suite, à certaines étapes, il est arrivé aussi la construction de la chapelle. J'ai pas les dates exactes, là, mais c'est dans les années 1870-80. Et la partie la plus récente est à l'arrière complètement, 1950. On voit plutôt ce bâtiment-là par la rue des Auniers. À partir des années 1980, c'est devenu l'infirmerie centrale de la communauté. Mais avant, c'était, je crois, le noviciat. Donc, les fêtures religieuses. Hein, avant de devenir officiellement religieuses, ben, elles logeaient là, elles étudiaient là pour devenir religieuses. La chapelle du monastère du Précieux Sang, comme on l'appelle, a été conçue par l'architecte Victor Bourgeot. Et sa construction a débuté en 1871. Donc, on se reporte là près de 150 ans plus tôt. Et la construction s'est terminée en 1876. Donc, elle a débuté en 1871, s'est terminée en 1876 à cause de problèmes financiers. La décoration ici à l'intérieur a été réalisée par le peintre Joseph Thomas Rousseau, qui était quand même un peintre assez réputé à l'époque. Et il a décoré la chapelle ici avec l'aide de religieuses de la congrégation des Sœurs du Précieux Sang. Donc, ça s'est fait là d'une manière graduelle. Puis, le tout s'est terminé vers la fin des années 1880. Si ma mémoire est bonne, en 1888, la chapelle ici a été bénie. Puis, c'est comme ça. C'est comme ça que l'histoire, en fait, de la chapelle du Précieux Sang a débuté. Le monastère du Précieux Sang, en fait, qui comprend le monastère et la chapelle, il faut se reporter un petit peu à l'époque. La congrégation des Sœurs du Précieux Sang est la première congrégation monastique existante au Canada. Donc, c'est quand même un fait important de notre histoire, une première congrégation monastique qui prend naissance ici à Saint-Hyacinthe. Et les Sœurs du Précieux Sang se sont installées dans un monastère qui est quand même au niveau de l'architecture unique. Et à l'intérieur de ce monastère, comme vous pouvez le constater ici, dans la chapelle du Précieux Sang, c'est une chapelle qui est unique quand on regarde ses décorations, quand on regarde tout le travail qui a été réalisé ici pour faire rayonner la chapelle. C'est unique sur notre territoire et je pourrais dire que c'est unique quand même
même sur le territoire du Québec. C'est en 2013 que la ville a acheté le monastère. Il y a eu des religieuses, les dernières ont quitté à l'automne, donc de 2013, l'automne 2018. Suite à la construction, sur leur propriété à l'arrière, dans leur ancien jardin, des jardins d'Aurélie, qui est une résidence privée. Donc, c'est une compagnie qui a construit la résidence pour y loger les sœurs adoratrices du Précieux Sang et les sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Il y a deux communautés religieuses qui habitent là. Et cette résidence-là, bien, le jour où il n'y aura plus de religieuses, bien là, ça va être ouvert au public. Je crois que c'est ça qui est prévu. Tu parlais de la Maison Blanche. Elle existe toujours, cette maison-là? Oui, et moi, c'est sûr, l'histoire est à faire sur l'ensemble des bâtiments. Là. Bon, il y a déjà, on peut trouver à certains endroits, parce que là, ma mémoire a failli, mais pour dire les années de construction, en gros, du monastère, comme là, 1950, c'est assez facile, parce que c'est écrit sur le bâtiment aussi, il y a peut-être une pierre angulaire, j'imagine. Donc, il y a peut-être un trésor de caché, il faudrait voir. Mais la Maison Blanche, le lieu de départ, le premier vraiment monastère, j'ai fait des recherches en particulier là-dessus. Et je dois vous dire que c'est vraiment étonnant, l'histoire de cette maison-là. D'abord, c'est un style de maison du début des années 1830. C'est pour le moment, du moins, c'est impossible de savoir l'année exacte. Parce que là, vous savez, de nos jours, c'est facile. Quelqu'un construit une maison, il va demander un permis à la municipalité. Là, ils savent, construit à l'année. Mais à l'époque, ça se faisait pas, ça. Puis il n'y avait même pas de municipalité dans les années 1830. Le régime municipal n'existait même pas encore. Donc, l'architecture date du début des années 1830. Alors, j'ai commencé à faire des recherches au registre foncier. Des contrats de vente, de propriété. C'est sûr qu'on peut pas mettre la main exactement sur la date de construction. Ça, c'est par l'achat de propriété. Lorsqu'on voit dans un acte achat d'une propriété, mais sans bâtisse dessus irrigée, qui est souvent le terme, OK, il n'y a pas de maison encore. Par contre, peut-être 30 ans plus tard, c'est revendu, là, ça dit avec bâtiment ou maison. Mais là, tu as quasiment comme 30 ans de jeu, là. Mais dans le cas de cette maison-là, comme il s'agit d'un style des débuts des années 1830, là, j'ai vu que, dans mes recherches, que c'est un monsieur Benoît. Là, encore là, le nom de son père, il m'échappe, mais c'est un monsieur Benjamin Benoît qui a reconstruit la maison au début des années 1830. Et c'est confirmé dans le livre d'histoire de Saint-Hyacinthe de 1930 de l'abbé Choquette, car l'abbé Choquette dit dans ce livre qu'il a rencontré il y a plusieurs années, on est en temps, mais peut-être à la fin du 19e, début 20e, une dame qui habitait à l'Hôtel-Dieu, une dame très âgée, qui disait que c'est son père qui avait construit la maison. Donc, c'était une Benoît, une fille de Benjamin Benoît. Alors, qui était ce Benjamin Benoît? Son père, dont j'ai oublié le prénom, a été député du comté de Richelieu. Là, on se situe dans les années 1800, 1800, c'est certain. Encore là, les dates m'échappent. Mais bon, pendant quelques années, parce qu'autrefois, avant 1829-30, le comté de Saint-Hyacinthe n'existait pas. On faisait partie du comté de Richelieu, qui comprenait Sorel, Saint-Denis, etc. Donc, M. Benoît avait été député du comté. Par la suite, le député, c'était le notaire Louis Bourdage de Saint-Denis-sur-Richelieu, dont la rue Bourdage porte son nom. Alors, Benjamin Benoît, qui était le fils de l'ancien député Benoît, a épousé une fille du député Bourdage. Donc, une dame Bourdage. Alors, qu'est-ce qui fait que ça devient davantage au niveau de l'histoire très intéressant? C'est que, premièrement, la grosseur de la maison pour l'époque, c'est comme un manoir. Faut pas se le cacher. Parce que les maisons, début des années 1830, qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'était des petites maisons de défricheurs, ou des gens moyens, peut-être un peu plus grosses, mais pas de cette grandeur-là pour l'époque. Bon, Benjamin Benoît était un cultivateur. Donc, il avait les terres à l'arrière. Bien, sûrement qu'il y avait d'autres, par son père ou de la famille, un peu d'autres argent, probablement aussi. Mais il faut dire aussi que Benjamin Benoît, son fils,
je crois que c'est son fils aîné. Le parrain était Jean Dessaulles, seigneur de Saint-Hyacinthe. Donc, tout le gratin de l'époque, là, du milieu, hein, allait dans cette maison-là. Hein, que ce soit au niveau politique surtout. Donc, c'est une maison qui a beaucoup d'histoire au niveau de la ville, avant même l'arrivée des sœurs dans la maison. Comme toutes les congrégations religieuses, bien, le nombre de membres s'est mis à diminuer, puis il n'y avait pas de renouvellement. Donc, les Sœurs du Précieux Sang, autour des années 2012-2013, ont effectué la réflexion qui touchait leur avenir. Puis, ils en sont venus à la conclusion qu'elles n'étaient plus assez nombreuses pour occuper un bâtiment de cette ampleur-là. Alors, il y a des démarches qui ont été faites avec la ville de Saint-Hyacinthe. On est en 2014. Les démarches sont entamées en 2014. On en est arrivé à une entente où la ville de Saint-Hyacinthe a fait l'acquisition du monastère dans le but de préserver le patrimoine et l'histoire de la congrégation des Sœurs du Précieux Sang. Puis là, c'est le centre d'histoire qui devrait s'installer ici. Tout à fait. La ville de Saint-Hyacinthe a développé, dans son projet de pôle culturel, a développé un nouveau lieu pour accueillir le centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Et le lieu qui a été choisi, c'est de venir occuper le monastère des Sœurs du Précieux Sang. Et la chapelle ici, va être conservée. Premièrement, c'est une œuvre d'art en elle-même. Puis deuxièmement, elle peut être utilisée pour accueillir des événements, comme des concerts de musique classique, des conférences. Ça peut même être un lieu d'exposition temporaire pour tout ce qui touche le patrimoine et l'histoire de Saint-Hyacinthe, de la région. Donc, la vocation future de la chapelle et du monastère du Précieux Sang va être dédiée à la conservation et la mise en valeur de notre patrimoine mascoutin. Ça va permettre au public de venir voir cet endroit. Bien sûr, le but, c'est d'être capable d'ouvrir ces lieux-là et cette chapelle qui est en elle-même un trésor, d'ouvrir les lieux au public pour que les gens puissent venir se ressourcer ou venir admirer le travail des artistes et des artisans de l'époque. Et il suffit ici d'ouvrir les portes de la chapelle pour que les curieux viennent regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Puis, ils ne sont pas déçus parce que ce qu'ils vont trouver ici, les visiteurs, c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel et qui représente bien aussi le talent des artistes québécois. Est-ce que tu le trouves beau dans ça? Effectivement. Moi, je suis allé partout là-dedans. D'accord, au grenier, sont rares les pièces que j'ai pas visitées. Quand vous allez dans les greniers, là, puis vous voyez les planchers, les grands madriers. À l'époque, c'était un arbre, tu as des arbres complets. Là. Les grands madriers, là, les planches sont larges puis sont très longues. Là, mais avec le temps, le bâtiment a travaillé, puis elles ont des courbes, là, les planches, et puis c'est vraiment exceptionnel. Moi, c'est certain que à cause des normes en bâtiment, les religieuses, au cours des années, un peu comme au couvent de la Métairie, elles ont dû faire des ajustements, et ce qui a malheureusement déguisé, ce qui a malheureusement enlevé des belles boiseries, parce qu'il fallait mettre des choses plus sécuritaires, et puis comme on pourrait dire, ça a quasiment comme saccagé un peu le patrimoine à l'intérieur, mais bon, écoutez, il fallait, là. Mais il y a peut-être des choses qui pourraient être replacées, si on pourrait dire, à l'époque, comme à l'époque, parce que la fonction du bâtiment va changer. C'est vrai que ça va devenir un immeuble public. Là, il va arriver d'autres normes de bâtiments qui risquent aussi d'endommager des choses, mais comme des escaliers, moi, je me dis, si c'était possible de faire comme à Métairie, des escaliers externes, mais en verre, ça l'empêcherait de détruire à l'intérieur, et puis je pense que ça pourrait être très bien.